Dès partout, vous nous captez, bienvenue aux 20h. C'est confirmé la rentrée scolaire 2020-2021 pour ce lundi 12 octobre sur toute l'étendue du territoire national dans le respect strict des gestes barrières. Une recommandation du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Dans ce journal, nous ferons le tour de quelques écoles qui s'apprêtent à accueillir les élèves. Mais malheureusement, pendant ces temps, la nature en a décidé autrement. Ou là-bas, les élèves de l'école Louboudi ne pourront pas retourner à l'école suite à la pluie diluvienne qui a emporté la toiture de cette école, la plus grande de ce coin du pays. Des cris de détresse sont lancés à l'endroit des autorités du pays. Ce journal magazine va se pencher sur le secteur de l'enseignement avec des dossiers et entrées à l'enseignement pendant le confinement. Nous allons nous intéresser à l'impact de la gratuité de l'enseignement des bases et bien évidemment, vous aurez droit à la rétrospective de la semaine. Mais tout d'abord, l'actualité. C'est bel et bien le lundi 12 octobre, la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national et l'intersyndical des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire, technique appelle les professionnels de la Craie Blanche à reprendre le cours dès demain, lundi 12 octobre, en attendant les conclusions de la commission paritaire d'évaluation du protocole d'accord du 18 décembre 2019, travaux qui se poursuivent à Bibois. Nous sommes là dans la commune de Lantélé. On écoute le porte-parole de l'intersyndical au micro de Séverine Katanda. Intersyndical des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'intersyndical des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique rappelle à la communauté éducationnelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique et à l'opinion publique qu'elle est en atelier résidentiel à Kinshasa-Bibois dans le cadre de la commission paritaire d'évaluation du protocole d'accord signé le 18 décembre 2019 et dont les travaux préparatoires sont en cours avec le banc gouvernemental. Pour l'intérêt supérieur de l'enfant congolais, l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique souhaite aux enseignants une bonne rentrée scolaire 2020-2021 prévue ce lundi 12 octobre 2020 et leur demande de rester vigilants et de suivre attentivement le déroulement des travaux de la dite commission dont les conclusions sont attendues de tous. Fait à Kinshasa-Bibois le 11 octobre 2020 pour l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, camarade Matondo Njouzi Godefroy, porte-parole AI. Les Bleus-Blancs vont déjà reprendre le chemin de l'école ce lundi 12 octobre. Ils sont appelés au respect strict du geste barrière contre la Covid-19 pour éviter la contamination dans les milieux scolaires. Nos reporters Françoise Bouelaboaki Pompomba ont fait le tour de quelques écoles qui se préparent à accueillir les élèves. Des munitions pour livrer la bataille à un ennemi invisible. Point de lavage des mains, des kits de protection sanitaire, la rentrée scolaire est couverte des masques. La cour de récré à Loupio est vide. Les ouvriers font le dernier tour de soins. Un environnement inhabituel attend les enfants le lundi 12 octobre 2020 à 7h30. Nos administrateurs sont allés commander à l'INPP et c'est vraiment une innovation. Donc on arrive, on se lave les mains sans problème. Il y a même le sèche-mains. Un peu partout sur la cour, vous trouverez ces points d'eau. Sur le plan pédagogique, nous sommes prêts. Le matériel va déjà être donné aujourd'hui. Les listes seront affichées selon les instructions de notre ministère de demain. Nous serons prêts. Voilà. L'école ne peut être un milieu de contamination au coronavirus, surtout que les enfants sont pour la plupart des porteurs sains. Des salles des classes désinfectées aux côtés des réunions pédagogiques. La reprise des classes dans le contexte de la pandémie impose un nombre réduit dans les locaux pour respecter la distanciation sociale. Au révérend Kim, des notes ont été envoyées aux parents d'élèves. Nous avons dit que ce soit les chauffeurs qui vont accompagner les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les grands frères ou qui que ce soit, il doit être muni de port de masque. Et dans les classes de salle, ils doivent observer une distanciation sociale afin d'éviter la contamination. Même pendant la récréation,
Nous avons mis vraiment des garde-fous à ce que les enfants respectent la distance d'1 mètre d'au moins. Et tous les professeurs, même le personnel administratif, nous tous nous serons munis des ports, des masques pour respecter cette distanciation sociale que demande le ministère de la Santé. Nos salles, nos différentes salles ont été déjà désinfectées et nous allons encore faire la désinfection avant la rentrée. Les parents ont le devoir de préparer les enfants à découvrir le nouveau visage et les nouvelles pratiques imposées pour se protéger et protéger les autres. Nous allons poursuivre notre ronde dans d'autres coins du pays pour évaluer le niveau d'organisation tenant compte de la pandémie. Les élèves de la commune de Ngaba viennent de bénéficier des fournitures scolaires, ces gestes de bienfaisance posés par Gabi Mambengui, l'un des cadres de l'UNC, pour encourager les jeunes de Ngaba aux études et les sensibiliser sur le respect strict des gestes barrières. Cédric Kenyeda nous en parle. La gratuité de l'enseignement des bases, l'un des actes forts posés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, contribue à alléger les fardeaux des parents qui ont longtemps pris la part des pouvoirs publics. À travers cet acte, la solidarité se développe pour venir en aide aux vulnérables. Aller à l'école avec des fournitures scolaires, c'est encore un plus, surtout dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie qui a affaibli les gagne-petits. Ces gestes volontaires de Gabi Mbenga rentrent dans cette chaîne de solidarité. La commune de Ngaba est première sur la liste. Confinement, les parents n'ont pas de moyens, la rentrée scolaire se pointe à l'horizon. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Et donc nous avons dit, avec les peu de moyens que Dieu nous donne, nous avons pensé à la population de Ngaba, à nos jeunes, à nos enfants. C'est comme ça que nous avons posé ces gestes de cœur. Et vous devez inscrire cette action dans le cadre du soutien de l'action du président de la République. Et là, je fais allusion à la gratuité de l'enseignement. Un début qui annonce d'autres gestes à l'endroit des Bleus et Blancs qui reprennent le chemin de l'école dans un contexte inédit. Les travaux de construction du stade moderne de Matadi vont reprendre dans quelques jours. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres du vendredi dernier. Et cette reprise de travaux est le fruit du plaidoyer mené par l'épouse du chef de l'État en mission dans le Congo central. Denise Nyakero Tshisekedi, qui séjourne actuellement à Kimpese, a visité ce stade avant de quitter Matadi. Naïcha Kala, Patrick Michel Moukoui. Sur la maquette, l'image attire. Pourtant, sur le terrain, les travaux piétinent. La construction de ce stade est devenue au fil des jours la principale préoccupation de la jeunesse matadienne. Depuis l'arrivée de la première dame dans la ville portuaire, les jeunes n'ont cessé de l'approcher, sollicitant son implication pour la reprise de travaux de ce qui sera le plus grand stade de la ville. Pour mieux faire le plaidoyer, la FEUS le dit s'est personnellement déplacée pour le chantier du stade afin d'en savoir davantage. Son plaidoyer a permis d'obtenir dans un bref délai et sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la finalisation de travaux de ce stade. Dans les mois à venir, les jeunes de Matadi pourront bien chausser leurs crampons pour se régaler sur une pelouse synthétique dans un stade de 20 000 places assises. Fidèle à sa vision, la première dame de la République est allée visiter la maison de la femme de Matadi. Cette initiative du gouvernement provincial et de l'UNFPA offre aux femmes et jeunes filles de Matadi un cadre d'apprentissage de métiers pour leurs activités génératrices de revenus. Elle accorde également un accompagnement médical, psychosocial et juridique aux victimes de violences basées sur le genre. La présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a, grâce à l'appui de l'UNFPA, apporté des équipements de bureau et matériel de formation pour permettre à ce service de bien fonctionner. Le souhait de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi est de voir cette structure s'implanter dans chaque ville et territoire du pays. Une option adoptée par le gouverneur Atouma Toubouana. L'autonomisation de la femme, un autre combat de la première dame qui est passée dans quelques boulangeries de quartiers périphériques de Matadi où elle a remis de bassins de pain et enveloppes aux vendeuses pour soutenir leur commerce. L'épouse du chef de l'État s'est également rendue à l'hôpital général de référence de Kinkanda et à la maternité provinciale de Matadi, réhabilitée par l'UNFPA en 2012. Sur place, elle a assisté les malades retenus depuis des mois par manque de moyens financiers.
bakisa oyo esangi kati na ye ya koleka na oyo esali mpo na biso na ala esengo makasi basalanga le premier 8 mois mobali ayoki ke basalinga césarienne akimi na sade ya 3 mois na hôpital même si kolela ngai pasi mpo nasenga do nakumisi nzambe merci atindi mama Denise akolonga nga na pasi mpokaza na esengo makasi donc nasepeli makasi mpo nayebi ke naozonga ndako nakuta bana ngai esengo naza nango do nayebi te. Un lot important de médicaments et autres matériels a également été remis aux responsables de la maternité et de l'hôpital général de Kinkanda, fréquemment submergés des démunis et accidentés de la nationale numéro 1. Denise Nyakeru Tshisekedi ne pouvait pas quitter Matadi sans faire un tour au camp Redjaf, où de centaines de femmes et jeunes filles l'attendaient. Entretien, remise de vivres et non-vivres, et ainsi la First Lady a quitté Matadi ce dimanche, destination Kimpese. Parlons encore de l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a dépêché une équipe de sa fondation pour assister les sinistrés de Saké, victimes de l'incendie déclaré dernièrement dans cette partie du pays. Giscard Kousseba. Voici ce qui reste du quartier Office 2 dans la ville de Goma. Le vendredi dernier, un incendie d'origine inconnue a tout décimé. Pris en étau par les feux, 3 enfants ont péri sous les décombres et une trentaine d'habitations sont parties en fumée. Sans logis ni subside, ces familles rescapées sont soumises à une rude épreuve de survie. Leur cri de détresse est arrivé aux bonnes oreilles de la mère de la nation. Du Congo central où elle se trouve, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a dépêché une équipe pour venir en aide à ces sinistrés. Au nom de l'épouse du chef de l'État, Madame Sarah Bisselele, est allée réconforter ces sinistrés et apporter une aide d'urgence significative. L'objet de ma visite, c'est que la première dame, elle a appris cette nouvelle triste. Elle ne peut pas rester insensible, puisque c'est une maman, c'est une mère d'abord, c'est une maman de la nation. Et elle m'a dépêché tout de suite pour venir regarder sur les lieux, constater tout ce qui s'est passé ici, tous les dégâts. Et elle est vraiment attristée d'apprendre qu'il y a eu un décès de 3 enfants qui ont été calcinés dans cet endroit ici. Et c'est pour ça, elle m'a dit il faut vite y aller et regarder, essayer de compatir avec les gens qui ont été éprouvés, déjà pour la perte de ces enfants, et les gens qui sont sans toit aujourd'hui, et construire rapidement pour que les gens puissent retrouver leur toit. L'espoir de vivre renaît pour ces nombreuses familles. Elles ont adressé des mots de remerciement à l'endroit de la première dame. Tunasema merci sana kwa mama president wetu wa nchi ya Kongo kwa kututumia delegation yake. Tunabashukuru sana. Message tunaipata, tunafurahi sana. Dans les prochaines semaines, 20 habitations devraient sortir des terres. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers sa fondation, s'est engagée à suivre de plus près l'exécution des travaux. C'est chaque 11 octobre la célébration de la journée de la jeune et petite fille. L'édition 2020 est célébrée sous le thème international « Ma voix, l'égalité pour notre avenir » et au niveau national Covid-19, filles et garçons derrière les gestes barrières. La ministre d'État, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Béatrice Loméa, a adressé un message tout en mettant un accent particulier sur la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis les taux élevés de la scolarisation des filles. Yvette Makoutima. 11 octobre, journée instituée par les Nations Unies en 2011 pour attirer l'attention des acteurs et parties prenantes sur la nécessité de promouvoir le droit de la jeune et petite fille. Ma voix, l'égalité pour notre avenir, thème retenu à l'échelle internationale, a été adopté au contexte de la crise sanitaire. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a inscrit au niveau national les thèmes suivants: Covid-19, filles et garçons derrière les gestes barrières. Il est à noter que ce thème se réalise en conformité avec les réalités actuelles qui traversent le monde qui est secoué par la pandémie de la Covid-19. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place les questions de la jeune et petite fille parmi les priorités de son action par la gratuité de l'enseignement de base, qui a apporté des résultats éloquents et palpables
avec la tendance du renversement du taux de scolarisation des filles par rapport à celui des garçons dans les cycles primaires. J'ai saisi également cette opportunité pour remercier le chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui a pris l'engagement avec l'ensemble de son gouvernement de traduire en acte la volonté politique du chef de l'État, considérant que promouvoir les droits des jeunes et petites filles, c'est œuvrer pour le développement durable de notre pays. La jeune fille, une voix qui compte pour envisager l'émergence. Oui, la voix de la jeune et petite fille compte pour bâtir l'avenir de notre pays. Pouvoir public, famille, communauté, nous devrions tous œuvrer pour une génération égalitaire où les jeunes filles ont leur place aux côtés des jeunes garçons. J'en appelle donc à l'engagement de tous pour réduire les effets néfastes de la COVID-19 sur la jeune et petite fille, notamment la déperdition scolaire, les mariages précoces, les mariages forcés, les grossesses non désirées, les viols, les avortements clandestins et autres. Ceci dit, les avancées réalisées par la République démocratique du Congo dans la protection de la jeune et petite fille doivent être capitalisées. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, communie avec les chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe dans le cadre de la visite pastorale qui a coïncidé avec le sacrement de la confirmation des jeunes de la dite paroisse. Jojo Ndibou. Cela n'arrive pas tous les jours. Les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sacré-Cœur de la commune de la Gombe ont été surpris de la visite pastorale pour la toute première fois du cardinal Fridolin Ambongo. C'est là après plusieurs reports indépendamment de sa propre volonté. Du haut de la chaire, le cardinal Fridolin Ambongo a prié pour les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sacré-Cœur, tout en les félicitant pour tous les efforts qu'ils ne cessent de fournir pour l'avancement de leur paroisse. Cette visite a coïncidé avec le sacrement de la confirmation que le cardinal a dédié à Dieu comme action de grâce. Je suis très heureux. Je crois que c'est une paroisse composée de fidèles qui ont compris le sens de leur foi, et une foi adulte est une foi qui porte de fruits. Plusieurs dons ont été offerts à l'homme des dieux, entre autres une moto, un mouton, signe du berger qui nourrit les troupeaux. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive et fraternelle entre enfants des dieux. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective de la semaine avec la semaine du président. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu au courant de la semaine avec les personnalités sociopolitiques et coutumières du Nord Kivu à Goma. Sur place, le chef de l'État a aussi participé par vidéoconférence au mini-sommet quadripartite République démocratique du Congo, Rwanda, Ouganda et Angola. Le résumé de tous ces éléments avec Pierre Kibambeso Moïsa. C'est dans l'après-midi de lundi 5 octobre que l'avion présidentiel s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Goma, au Nord Kivu, fleuri par une jeune adolescente de la ville. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salue quelques officiels de la province avant de recevoir les honneurs militaires. Une forte délégation des notables du Nord Kivu n'a pas manqué au rendez-vous de l'accueil à l'aéroport. Le chef de l'État prend ensuite un bain de foule, des centaines de milliers de gomatraciens avec qui il va communier par une marche à pied de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Goma venait de réserver un accueil très délirant au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectuait une deuxième visite de travail dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Un séjour pas de tout repos pour le chef de l'État dans cette ville montagneuse où il a eu des séances de travail avec plusieurs personnalités et les notables de la province sur l'épineuse question de l'insécurité dans cette partie est de la République. Reçu le premier, les députés nationaux du Nord Kivu ont présenté au chef de l'État leurs pistes de solutions à la situation sécuritaire de leur province qui requièrent des moyens militaires et non militaires. Ils n'ont pas manqué d'évoquer la situation socio-économique
préoccupante de la population. Les élus du Nord Kivu ont assuré au président de la République de leur implication totale dans les efforts pour la sortie des crises dans leur province. À Goma, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé une réunion du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Des instructions précises ont été données par le commandant suprême des forces armées sur la poursuite des opérations en cours dans l'est du pays. Dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec des personnalités sociopolitiques, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu à Goma avec le sénateur Bahati Lukwebo qui a tenu à apporter sa contribution dans la recherche de voies et moyens susceptibles de restaurer la paix durable dans cette partie de la RDC. Les États-Unis d'Amérique soutiennent la RDC dans ses efforts de lutte contre les groupes armés et le trafic des substances minières dans un partenariat pour la paix et la sécurité, propos de l'ambassadeur américain Mike Hammer au sortir de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma. Il a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts pour la promotion de la paix et le développement de la RDC. Mike Hammer a applaudi les efforts du chef de l'État d'avoir initié un mini-sommet avec les pays voisins de la RDC. Le grand rendez-vous de Goma a eu lieu. C'est à partir du chef-lieu de la province du Nord Kivu que le coup d'envoi des travaux du mini-sommet quadripartite RDC, Rwanda, Ouganda, Angola a été donné. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé par vision-conférence avec ses homologues Paul Kagame, Yoweri Museveni et Joao Lourenço sur des questions liées à la coopération, à la pacification et la stabilisation de l'Est de la RDC et de la sous-région de Grand Lac et au raffermissement des relations de bon voisinage grâce à la conjugaison des efforts des pays concernés. Les 4 chefs d'État ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région de Grand Lac et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement de capacités de mécanismes existants dans la sous-région afin de couper les sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux tant régionaux qu'internationaux qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région de Grand Lac. Les chefs d'État ont réaffirmé dans les communiqués finaux sanctionnant les mini-sommets leur volonté de conjuguer les efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région de Grand Lac. Sake, à 25 km de Goma, dans le Massissi, n'est pas laissé pour compte. Victime des inondations de récentes pluies diluviennes qui ont entraîné mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels, cette localité a reçu une visite de réconfort du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, le chef de l'État a notamment visité les travaux de construction du pont qui ira emporté par les eaux en furie. Le président de la République a donné des instructions pour la construction rapide du nouveau pont qui ira d'intérêt stratégique reliant la ville de Goma au territoire de Massissi, Walikale et à la province du Sud Kivu. Sur son chemin de retour de Sake, le chef de l'État a visité à Mubambiro les ex-rebelles démobilisés et cantonnés dans le camp. Au cours d'une causerie morale avec ses ex-combattants, il leur a promis l'amélioration de leurs conditions de vie et leur réinsertion sociale. C'est par une conférence de presse que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé sa visite de travail à Goma, dans le Nord Kivu. Les sécurités dans cette province et toutes les questions d'actualité ont été passées au peigne fin au cours du face-à-face du chef de l'État avec la presse. À une question notamment sur Minembwe, le président de la République a annoncé sa décision d'annuler toutes les dispositions prises sur cette entité territoriale. Pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Je ne peux pas laisser mon peuple en danger. J'ai décidé d'annuler ce qui a été fait jusqu'ici pour Minembwe, a martelé en substance le président de la République.
Plusieurs sujets ont marqué l'actualité de la semaine. L'affaire installation de la commune rurale de Minembwe, le personnel onusien impliqué dans le traitement dégradant des prestataires de soins et la conférence sur la paix de Kananga sont là. Quelques sujets qui ont retenu l'attention de notre rédaction. La semaine, en 5 minutes, c'est avec Edith Chala. L'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe dans le sud Kivu, la valse politico-diplomatique qui l'a entouré ont suffi pour lever un coin du voile. La question est névralgique et chacun y voit une duplicité des acteurs. Dans tous les pays, on en a parlé, même par ceux qui n'en ont aucune maîtrise. Tout compte fait, l'intégrité du territoire national est dans l'âme du Congolais. Mais est-ce qu'il fallait évoquer la balkanisation pour une commune rurale qui s'installe au pays? Minembwe soit-elle, l'heure est au dépassionnement du débat et à une analyse apolitique de la question. C'est ce que le président de la République a fait. À Kananga, dans le Kasaï central, les communautés Lulua et Kuba ont commencé à fumer le calumet de la paix, la raison ayant prévalu. Le différend sur les limites administratives qui les opposent connaîtra son dénouement par l'Institut géographique national qui s'y est penché. Le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka, est arrivé dans la région pour ouvrir le grand palabre. Chef coutumier, force vive, toute la notabilité ont discuté en frères. L'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, a tenu son congrès. Bokar Kasonga Chilunde se maintient à la tête de l'organisation. Dans le comité, une seule femme, Sylvie Bongo. La ville côtière de Mwanda, dans le Congo central, a accueilli la messe. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, ainsi que la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, élue au passage présidente d'honneur de l'UNPC, ont rehaussé de leur présence la cérémonie. À Mwanda, Denise Nyakero Tshisekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, avait un agenda. Elle s'est adressée aux femmes du lieu et a promis un soutien substantiel aux activités des femmes. Sur son parcours, elle était à Tchela au mausolée du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Les notables du coin s'y étaient rendus en masse pour lui réserver un accueil convenable. À Boma, c'est un appel pressant de tout un peuple qui veut voir la renaissance du port que la première dame a retenu. En perspective de la rentrée scolaire 2020-2021, le Premier ministre chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a réuni tous les membres du comité multisectoriel de riposte contre le coronavirus pour s'assurer de la sécurité des écoliers. La confirmation pour la rentrée ce lundi est actée. Toujours dans la semaine, le document du projet de loi budgétaire exercice 2021 a été apprêté. Le Premier ministre a présidé la réunion irrélative. Le personnel onusien se serait rendu coupable des pratiques dégradantes sur les femmes prestataires de soins durant la campagne de lutte contre Ebola dans l'Équateur. Indignées, les autorités congolaises appellent à des sanctions exemplaires. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, les ministres de la Santé et des Droits humains se sont penchés sur le dossier. Pour terminer, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Mujima et Lac Mukamba sont terminés. L'office de route s'en félicite et en même temps, sur la nationale numéro 2, la menace est sérieuse. Kabinda et Mbujimaï seront séparés si rien n'est fait contre ce ravin baptisé Jérusalem. Le secteur de l'enseignement n'a pas été épargné. Il a également subi l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19, obligeant les écoles à fermer leurs portes. Et nous saluons l'initiative du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui a opté pour l'enseignement à distance avec l'accompagnement de la radio-télévision nationale congolaise. Aussi d'autres écoles qui ont occupé les élèves avec des cours à distance. Mais l'on se pose des questions avec un faible taux d'accès à Internet, 4,2% selon la Banque mondiale, et une faible desserte en électricité, 9% selon l'USAID. Quel est l'impact de cet enseignement à distance sur l'éducation de l'enfant congolais? Tentative de réponse avec Lucie Lavichi-Senda. C'est depuis mars que 27 millions d'élèves congolais étaient obligés de rester à la maison pour éviter d'être contaminés par la maladie à coronavirus. Et pour assurer la continuité des cours, des livrets et des travaux pratiques ont été acheminés dans les provinces éducationnelles. Le ministère de l'Enseignement a aussi mis en place un programme dénommé Classe télévisée. Cette innovation nécessite un cadre particulier et des ressources appropriées, estiment certains parents. Moi, je pense que ce n'était pas vraiment l'enseignement à distance. Nous avons assisté à un scénario où il y avait en face de nous un enseignant, il parlait
Mais quand vous demandez même à un petit enfant, il va vous dire qu'il n'y a pas des élèves là en face de lui. C'est-à-dire l'enseignant est tout seul, il communique tout seul. Les enfants sont chacun chez soi en train de suivre la télé. Dans nos quartiers ici, il y a toujours des problèmes d'électricité. L'enfant qui habite Malouka, l'enfant qui habite Bibois, est-ce que cet enfant-là chez lui, il a l'électricité en permanence pour suivre l'enseignement dans des classes télévisées? Ça, c'est un réel problème. Ma fille, elle étudie à l'école Maarif, donc à ex-Safak. Là, ils ont installé un système d'études online pendant plus ou moins 2 mois. Donc je peux dire qu'elle a suivi vraiment son programme normal jusqu'à la fin. Elle démarrait vers 8h30, 9h pour clôturer vers 12h, 12h30. Tous les professeurs y passaient et les enfants faisaient leurs devoirs et les remettaient également online. C'était vraiment une classe assez normale parce qu'ils avaient même la récréation de 10h à 10h30. On a su gérer par rapport au contexte qui nous a été imposé. La fermeture des écoles a démontré la fracture selon les niveaux de vie. Ceux qui ont un pouvoir d'achat élevé ont recouru aux applications de leur smartphone. Le cartésien a mis en place toutes les dispositions pour que les enseignants concernés et les parents des élèves puissent, à partir de leur maison, suivre les enseignements. Et les enseignants donnaient cours en ligne, soit à partir de leur maison. Certains qui habitent les environs pouvaient se déplacer vers l'école pour dispenser ces enseignements-là. Et par rapport à certains élèves qui pouvaient avoir des soucis avec l'électricité, vous savez, toutes les dispositions étaient prises bien avant, même dans des familles, puisque les enfants suivaient ces enseignements à travers leur portable, le PC, les tablettes, et bien sûr ça devait être chargé bien avant. Mais pour ceux-là qui se retrouvaient en retard, l'école prenait toutes les dispositions pour pouvoir loger ces enseignements-là sur son site. La majorité des écoles catholiques et publiques ont occupé les enfants avec des cahiers d'exercice. Nous avons commencé avec des objectifs d'abord. C'était d'abord que nos enfants ne perdent pas les matières pendant ce temps de confinement ou bien ce temps où on avait arrêté l'enseignement. Deuxièmement, l'objectif c'était de rapprocher l'école avec les parents. Il y avait une équipe des enseignants que nous avons appelés pour les corrections de ces exercices-là. Et il y avait aussi une autre équipe que nous avons mis en place pour la composition des questionnaires. Et les parents venaient récupérer. Les ministères avaient une très bonne initiative. Mais les problèmes d'électricité, les problèmes même matériels, on ne sait pas comment faire ces suivis. Avec cette expérience, peut-on parler d'un véritable enseignement à distance en RDC? Les experts en la matière estiment que c'est l'occasion de faire une évaluation sur le nombre exact d'écoles publiques comme privées ayant réellement dispensé des cours à distance et étudier les effets de cet enseignement sur la qualité de l'éducation en particulier et sur la vie sociale de l'élève en général. Et justement, pendant cette période de la crise sanitaire liée au coronavirus qui a fait beaucoup de victimes à travers le monde, plusieurs familles ont été confinées. Les parents ont joué le rôle des enseignants. Ils ont assisté leurs enfants dans la révision de leurs matières. Quelques mois après, les écoles s'apprêtent à accueillir les mêmes élèves. C'est un dossier de Constance Mananga. Des parents substitués aux enseignants pendant la période de confinement, une éducation ou mieux un enseignement particulier dans un contexte particulier. Les écoles ont fermé pendant la période de crise sanitaire. C'est comme si les enseignements s'étaient arrêtés. Mais certaines écoles ont trouvé les voies et moyens d'occuper les élèves à travers leurs parents, mais aussi les professeurs. Pendant le confinement, nous avons organisé des cours en ligne. Nous avons constitué des groupes WhatsApp. Mais alors, nous avons un calendrier. Si vous prenez le calendrier scolaire de 2020-2021, vous allez remarquer que les cours s'arrêtent le 23 juillet. Pratiquement, ils ont ajouté 3 semaines. 3 semaines.
Donc, tout cela doit se faire en 3 semaines. Il faut faire des projections. Tout cela doit se faire en 3 semaines pour arriver à terminer le programme de l'année en cours. Une fois la levée de l'état d'urgence prononcée, les écoles se préparent de nouveau à accueillir les élèves au sein de leurs établissements. Le respect de mesures barrières oblige. Les dispositifs ont été installés à l'entrée des écoles. Lavage des mains, gel hydroalcoolique, port obligatoire des masques. L'année 2019-2020 étant une année exceptionnelle, des mesures exceptionnelles ont été prises et les répercussions se feront sentir dans l'année suivante, c'est-à-dire 2020-2021, avec un calendrier aménagé qui pose déjà problème. Une spécificité des 2 années scolaires durant, l'arrêt brusque de l'année scolaire finie et l'ajout de 3 semaines durant dans les calendriers aménagés pour l'année scolaire qui commence. Les élèves en sont conscients et déterminés à travailler avec abnégation. J'ai trouvé ça bien, j'ai aimé, on nous a aidé à faire les devoirs, on a fini bien l'année à cause seulement un peu de coronavirus. Oui, je me prépare bien à acheter les sacs, les uniformes. L'année qui vient de s'achever, c'était une année difficile, compliquée, parce que la Covid-19 était venue déranger, mais bon. Le résultat était tellement souhaité que je l'ai bien accueilli, mais on a trouvé qu'il y avait du favoritisme. Les parents, eux, plus que déterminés, assurent n'aménager aucun effort pour accompagner leurs enfants et contribuer ainsi à l'éducation de leur progéniture. L'année qui vient de s'achever a eu beaucoup de difficultés pour nous les parents parce qu'avec la situation de la crise mondiale qui est due au Covid, je crois qu'il n'y a pas un parent qui a eu beaucoup de moyens, mais puis ça dérangeait un peu l'année des enfants. Mais Dieu est grand, le chef de l'État s'est donné la peine pour que les enfants reprennent quand même l'école et nous avons vu le résultat, si bien que ce qu'on y attendait n'est pas tellement, mais du moins l'effort a été fait auprès du gouvernement pour que les résultats soient publiés. L'enseignement dans le contexte de Covid-19 n'est toujours pas facile, mais dans les circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles aussi. Il faut donc mettre en œuvre des stratégies visant à réussir l'objectif de l'éducation de qualité pour tous, afin d'améliorer les systèmes éducatifs. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Intéressons-nous à la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, une priorité pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette gratuité a permis de scolariser 4 millions d'enfants supplémentaires depuis la rentrée scolaire de septembre 2019 et a permis d'alléger la charge des parents. Mais un problème se pose, la carence d'établissements devant accueillir tous ces écoliers. D'ailleurs, dans certaines écoles, les salles de classe surabondent, d'où il y a risque de contamination au coronavirus. Angèle Mabiala propose des pistes de solutions. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 43, alinéa 4, consacre l'obligation et la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics sur tous les territoires nationaux. Et cette disposition vise la plus grande efficacité du système éducatif congolais. Une bonne nouvelle, car cette mesure est venue décharger les parents de ce poids qu'ils avaient depuis des lustres. On a commencé à essayer de respirer. Après 27 ans de souffrance, de prise en charge des enseignants par les parents, nous avons mis fin à ces lourds fardeaux. Et donc, nous devons exiger que nos enfants, au primaire, en tout cas, accèdent gratuitement à l'enseignement, un enseignement de qualité. Mais hélas, tout n'est pas parfait. Pour certains parents, cette disposition constitutionnelle n'est pas encore totalement respectée. Elle continue à poser problème car la question de l'augmentation des salaires des enseignants et de leur prise en charge par les parents perdure et suscite des diverses interprétations, car certaines écoles continuent à demander des frais à travers des rubriques, notamment les frais de bulletins, d'identification, des examens et des travaux pratiques. Les parents, quant à eux, tiennent à ce que la gratuité soit totale et non partielle pour scolariser leurs enfants. On a récupéré environ sur ces 4 millions d'enfants récupérés, les enfants qui auraient ça et là, des petits-enfants de moins de 10 ans ou d'au-delà de 10 ans qui n'allaient pas à l'école. Alors nous aurions souhaité que le chef de l'État, ayant marqué le premier pas, puisse courageusement marquer le deuxième pas. C'est-à-dire quoi?
après la gratuité de l'enseignement de base, on puisse passer à l'enseignement primaire, par exemple. Et que toute l'école primaire soit prise en charge. Et au-delà des primaires, on va au secondaire. Et aussi, certains parents s'inquiètent que cette mesure de gratuité ne s'applique qu'aux écoles publiques alors que bon nombre d'entre eux scolarisent leurs enfants pour raison de proximité et qualité de l'enseignement dans les écoles privées non concernées par cette gratuité. Les élèves des écoles publiques eux-mêmes constatent parfois un relâchement de leurs enseignants qui sont trop plaintifs. Ils ne sont pas bien payés. C'est pourquoi ils n'enseignent pas normalement les enfants comme il le faut. En plus, dans la salle de classe, il y a tellement beaucoup d'élèves que les enfants ne sont pas capables à capter ce que le maître dit. Donc, genre, ils sont un peu étouffés et tout. Les parents sont stricts. Ils estiment aussi que l'État devrait d'abord commencer par améliorer le salaire des enseignants en particulier et des fonctionnaires en général. Mais non! Les bureaux gestionnaires relèvent du régime général, madame. Le régime général, ça signifie que les gens qui sont au régime général, à la fonction publique, ont un numéro matricule. Et l'enseignant aujourd'hui qui souffre dans son âme n'est pas reconnu et il a un numéro appelé identité SECOP. C'est un journalier. Et il est dans une école, les nouvelles unités et les vrais ont fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans être payés dans des écoles. Pour le directeur provincial Kinshasa-Est, le gouvernement congolais est sur la bonne voie. Car l'enseignant qui touchait jadis $50 américains, le mois touche aujourd'hui $200 américains. Les horizons sont prometteurs. Ne pas reconnaître que l'État fait quelque chose, c'est comme quelqu'un qui nierait l'existence du soleil en plein midi. Près de 138 000 nouvelles unités ont été prises en charge par l'État. Moi, je pense que c'est quand même un record. Il faut reconnaître que c'était quand même des avancées. Même si par la suite, le deuxième palier qui a été promis n'a pas été réalisé par le fait que les activités socio-économiques ont tourné au ralenti. Certains parents rebondissent avec des questions sur la qualité de l'enseignement sous la gratuité et aussi pourquoi les autorités du pays et tous ceux qui ont des moyens ont toujours leurs enfants dans les écoles privées ou même en dehors de nos frontières où les frais scolaires sont exorbitants. Comment expliquer que les écoles privées résistent avec leurs effectifs? Des questions auxquelles les autorités compétentes devraient répondre. La gratuité de l'enseignement de base a vécu et la deuxième expérience nécessite de rectifier les tirs. Le vice-ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Bidumbu, fixe l'opinion quant aux mesures que le gouvernement de la République a prises pour que cette rentrée de classe soit effective ce lundi 12 octobre 2020. Il est au micro d'Angèle Mabiala. Ce lundi 12 octobre, à 7h30 sur l'étendue de la République démocratique du Congo, l'école reprend. Donc nous demandons aux parents de pouvoir emmener leurs enfants en classe et que les enfants puissent se préparer parce que c'est une année de défis. Il y a beaucoup de défis parce que déjà avec la Covid, nous devons nous protéger. Les épreuves de fin de cycle par rapport au secondaire et au primaire se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu un seul cas de contamination à travers le pays. Aucun élève ou enseignant n'a pu être contaminé. Donc c'est déjà, on a gagné une première bataille. Maintenant, nous devons continuer dans cet élan-là pour pouvoir protéger nos enfants de façon à protéger notre population. Le bilan est très positif parce que la gratuité de l'enseignement ne s'arrête pas au niveau scolaire. Il y a l'impact aussi économique et nous savons aujourd'hui qu'il y a certains ménages qui avaient du mal à économiser, qui savent le faire maintenant grâce à la gratuité. Et à part ça, la gratuité a ramené aussi le réajustement des salaires, des revenus de nos enseignants. Avant, ils touchaient entre 50 et 60 000 francs. Aujourd'hui, ils sont entre 290 et 320 000 francs. Donc il y a tout ça, on met dans le même paquet que la gratuité. Et avant, des parents payaient les frais de motivation à hauteur de 50, de $100, de $200, $300, voire même ça dépend des écoles. Aujourd'hui, ces parents-là peuvent économiser car la gratuité a ramené la suppression des frais de motivation et c'est quelque chose qu'on ne peut que saluer. Et je pense que l'impact est réellement positif. En plus de ça, nous avons pu ramener sur le chemin de l'école au moins 4 millions d'élèves qui étaient mis de côté sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est une première. Au moins, tous nos enfants ont pratiquement la même chance. Tous peuvent
aller à l'école et pour prétendre un avenir meilleur. C'est une deuxième expérience. Qu'est-ce qui devrait être amélioré? Parce que tout n'a pas été parfait. Déjà, les infrastructures, ça c'est la première des choses. C'est moi la chose de base parce qu'avec plus de 4 millions d'élèves en plus l'année qui vient de s'achever, l'année scolaire qui vient de finir, cette année on risque d'en avoir encore un peu plus. Donc il faut qu'il y ait des salles de classe. Et nous avons connu un retard dû à la Covid-19 qui est une réalité. Et là, nous sommes en train de voir dans quelle mesure faire les choses rapidement pour donner des salles de classe pour que les enfants puissent étudier tranquillement. À part ça, nous devons aussi résoudre le problème des NU. C'est un problème qui nous met tous mal à l'aise et le chef de l'État veut que le NU puisse vraiment être pris en compte. Là, si tout va bien, d'ici la fin de ce mois, il y aura peut-être 58 000 des primaires qui seront déjà prises en compte. Et après, le reste va suivre. Donc il y a ça. Et à part ça, nous sommes aussi en train de voir dans quelle mesure améliorer le programme scolaire. Et nos techniciens sont sur ça, ils sont en train de travailler sur ça. Pour avoir des fictifs dans ce pays, dans notre système actuel, je pense qu'il y a au moins 5-6 ministères qui doivent se mettre ensemble pour réaliser ça. Et déjà, s'il faut qu'il y ait des fictifs, au niveau de l'EPST, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que l'EPST ne paye pas les enseignants. C'est le budget qui paye les enseignants. Le budget à travers la direction de paye qui paye les enseignants. L'EPST, à travers le CECOPE, peut concevoir des listes. Il envoie ces listes au niveau du budget. Mais c'est eux qui déterminent qui est retenu et qui ne l'est pas. Économiquement, pour payer les NU, ça demande beaucoup d'argent parce que l'enveloppe salariale va changer. Et au niveau du deuxième palier, l'enveloppe salariale va changer parce qu'il y aura encore un réajustement de salaire par rapport à ceux qui sont en train de percevoir maintenant. Donc tout est économique et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit mettre la main dans la pâte pour que nous puissions payer nos taxes et que nous puissions renflouer nos caisses et ça permettra à l'État de prendre en charge les NU et le deuxième palier. Le chef de l'État a demandé que nous puissions soutenir financièrement les écoles privées et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est vrai que c'est un peu dur vu l'économie, mais nous sommes en train de mettre en place comment faire pour les soutenir. Mais entre-temps, nous avons eu beaucoup de demandes et beaucoup d'écoles privées qui veulent se muter en école publique. Il y en a énormément. Donc, toutes ces écoles-là qui veulent se muter en école publique, nous sommes en train de voir dans quelle mesure ça pourra se faire. Ainsi se termine ce journal de 20h. C'était un réel plaisir de vous informer. Bonne rentrée de classe à tous les écoliers. Surtout, continuez de respecter les gestes barrières. À 22h, retrouvez Lucie Lavici Senda pour la suite des infos. Merci. Au revoir.